De retour à la maison, je dis bonsoir à ma mère et montai dans ma chambre. Elle me demanda comment allait ma jambe, je lui répondis que ça allait bien. Mais dès que je fus au premier, je me précipitai sur l'armoire à pharmacie et avalai 2 cachets d'aspirine. Puis j'allai m'installer dans la chambre de mes parents où se trouve l'appareil de téléphone de l'étage, et m'assis en soupirant sur le siège à bascule de maman pour donner le premier de mes coups de téléphone. Je m'adressai en premier au contremaître de l'équipe dans laquelle Arnie et moi travaillions l'été précédent. Après un échange de propos divers, je lui expliquai pourquoi j'avais appelé. Il éclata de rire. « Et qu'est-ce que c'est que cette blague, Denis? Tu veux t'établir à ton compte? Oh, ce n'est que pour quelques jours. Sais-tu qui pourrait me louer ce genre de choses? Bon, je vais te dire, Denis, je ne connais qu'un seul type qui pourrait peut-être avoir ce que tu cherches. Johnny Pemberton. Il est installé à la limite de la ville, dans Ridgeo Road. Il a plus d'engins roulants que le président des États-Unis de pilule pour le foie. » Je le remerciai et raccrochai. J'hésitai une minute ou deux avant de décrocher de nouveau, car je n'avais aucune envie de donner l'appel suivant. Mais il le fallait, c'était fondamental dans mon plan. Je composais le numéro des Cunningham. Si c'était Arnie qui répondait, je raccrocherais purement et simplement. Mais la chance voulut que ce fût son père. « Allô ?» fit la voix de Michael. La voix de Michael était fatiguée et quelque peu éméchée. « Michael, c'est Denis. »« Tiens, salut !» Il eut l'air véritablement enchanté de m'entendre. « Arnie est là ?»« Oh, il est dans sa chambre. Il s'y est précipité tout droit quand il est rentré tout à l'heure. Il avait l'air furibond, mais ce n'est que trop fréquent. Veux-tu que je l'appelle ?»« Non. En fait, c'est à vous que je voulais parler. J'ai besoin d'un coup de main. »« Mais bien sûr, je t'écoute. » Je me rendis compte que Michael avait vraiment bu un sacré coup à la façon dont sa voix chavirait. « C'est toi qui nous as rendu un fameux coup de main en décidant Arnie à se montrer enfin un peu raisonnable quant à ses études. »« Oh, Michael, je ne crois pas qu'il ait écouté un seul mot de ce que j'ai pu lui dire. »« En tout cas, il s'est passé quelque chose. Il a posé sa candidature à 3 facultés rien que ce mois-ci. Regina te tient maintenant pour un faiseur de miracles. Entre nous, elle regrette beaucoup la façon dont elle s'est comportée à ton égard le jour où Arnie nous a annoncé qu'il avait acheté cette voiture. Mais tu connais Regina, les mots « je suis désolé » ne peuvent pas lui passer par les lèvres. Je le savais, mais que penserait-elle si elle apprenait qu'Arnie, ou ceux qui contrôlaient Arnie, ne s'intéressait pas plus aux facultés qu'une vache au plan d'épargne logement, et qu'Arnie suivait simplement Leif à la trace, comme un limier. C'était de la perversion au 2e degré. Lebey, Leif et Christine, dans un ménage à 3 d'épouvante. « Écoutez, Michael, repris-je, j'aimerais que vous m'appeliez si Arnie décidait de quitter la ville pour une raison quelconque, surtout dans les 2 jours qui viennent ou à la fin de la semaine. Prévenez-moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je dois savoir si Arnie sort de Libertyville, et je dois le savoir avant qu'il parte, c'est très important. »« Pourquoi ?» me demanda-t-il. « Je préférerais ne pas entrer dans les détails. C'est compliqué et cela paraîtrait démentiel. »« Il s'agit de la saleté de bagnole, pas vrai ?» dit Michael à voix basse. Que soupçonnait-il au juste? Que savait-il? Il devait, comme tout le monde, en deviner davantage après avoir un peu bu. Aujourd'hui, j'ignore toujours ce qu'il savait exactement. Je crois qu'il en soupçonnait un peu plus que tous les autres, à l'exception peut-être de Will Darnell. Oui, fis-je, il s'agit de ça. Ah, je le savais. Que se passe-t-il, Denis? Comment s'y prend-il? Le sais-tu? Oh, Michael, je ne peux pas en dire plus. Me préviendrez-vous s'il décide de partir demain ou après-demain? Oui, d'accord. Merci. Mais, Denis, penses-tu que je retrouverai jamais mon fils? Il méritait la vérité. Ce pauvre diable méritait qu'on la lui dise. Oh, je ne sais pas, dis-je en me mordant sauvagement la lèvre. Je crois que c'est peut-être aller déjà trop loin. Mais Denis, de quoi s'agit-il? De drogue? Une drogue quelconque? Je vous expliquerai dès que je le pourrai. C'est tout ce que je peux promettre. Je suis désolé. J'expliquerai tout dès que cela me sera possible. Johnny Pemberton me donna moins de mal. C'était un bonhomme enjoué et bavard qui répondait oui à chaque mot qu'on lui disait. Mes craintes qu'il ne veuille pas faire affaire avec un garçon aussi jeune que moi s'envolèrent immédiatement, et j'eus l'impression qu'il eût topé là avec Satan en personne du moment qu'il allongeait les bifetons. J'avais préparé toute une histoire comme couverture, mais je ne crois pas qu'il m'écoutât vraiment. Il se contenta de me dire un prix, très raisonnable, tout compte fait. Nous convînmes que je viendrais chez lui le lendemain matin à 9h30. Encore une question, monsieur Pemberton. Auriez-vous quelque chose avec embrayage automatique? John Jim Pemberton éclata de rire. Sur un de ces joujoux? Tu plaisantes ou quoi?
Es-tu incapable de manier un lever de vitesse normal ? Non, je sais, lui répondis-je en pensant à ce que ma jambe gauche, qui manœuvrait la pédale d'embrayage, allait déguster. Rien que la remuer un peu dans la journée avait déclenché de sacrées douleurs. Si seulement Arnie voulait bien attendre quelques jours avant de passer à l'action, je savais pourtant que ce serait pour le lendemain, la fin de la semaine au plus tard, et que ma patte gauche devrait souffrir en silence. Eh bien, bonne nuit, monsieur Pemberton, et à demain. Puis je passai mon dernier coup de fil. Il y avait 4 Sykes dans l'annuaire téléphonique. Je tombai sur Jimmy, celui que je cherchais, au 2e appel. Je me présentais comme l'ami d'Arnie Cunningham, et la voix de Jimmy Sykes se fit plus sympathique. Jimmy aimait bien Arnie, qui le mettait rarement en boîte et ne lui tapait jamais dessus, comme le faisait Buddy Repperton du temps où il bossait pour Will. Sykes me demanda comment allait Arnie. Mentant, je répondis qu'il était en pleine forme. « C'est justement à son sujet que je t'appelle, dis-je. Tu te rappelles quand on a arrêté Will et qu'on a bouclé son garage, pas ?»« Ah, et comment ?» me répondit-il. « Maintenant, ce pauvre Will n'est plus, et je suis chôme-du. Maman me dit que je devrais chercher un boulot de concierge, mais... Eh bien, Arnie se plaint d'avoir perdu sa trousse à outils quand ils ont fermé le garage, justement. Il l'avait planquée derrière ses vieux pneus qui se trouvaient sur des planches vissées au mur pour pas qu'on la lui fauche. Tu vois de quoi je parle ? Oui. Et elle y est encore ? Ah, je crois bien. Ah, quelle tasse ! Ah oui, à eux tous, ces outils valent bien une centaine de dollars. Waouh ! Mais ça m'étonnerait qu'ils y soient encore. Un flic a dû les rafler. Arnie pense le contraire, lui dis-je. Mais il peut pas aller au garage après les ennuis qu'il a eus. Oh, merde. Eh bien écoute, j'irai voir moi-même. Promis, demain matin, j'ai encore les clés du garage. Je poussai discrètement un soupir de soulagement. C'était cela que je cherchais, et non les outils imaginaires d'Arnie. C'est que j'aimerais aller les chercher moi-même, Jimmy, pour faire une surprise à Arnie. Je sais exactement où il les a mis. Tu vas peut-être tourner en rond toute la journée avant de mettre la main dessus. D'accord, me dit-il. Je n'ai jamais été doué pour retrouver les objets perdus, de toute façon. Will disait toujours que je ne retrouverais pas mon propre cul à deux mains avec une torche électrique. Ah, il te faisait marcher, vieux. Bah, qu'est-ce que tu dirais si je passais demain pour t'emprunter les clés ? Je ferais un saut pour récupérer la trousse et je te rendrais les clés avant le soir. Bah, je sais pas. Will disait qu'il ne fallait jamais prêter les clés. Oui, c'était vrai, avant. Mais le garage est vide à présent, à part la trousse d'Arnie et les vieilles saloperies. Il sera bientôt mis en vente avec tout ce qu'il contient, et si je reprends la trousse après, ça aurait l'air d'un vol. Ah ouais, bon, d'accord. Si tu me ramènes mes clés... Puis Sykes ajouta une chose absurdement touchante. Tu vois, c'est le seul souvenir qui me reste de Will. Bon, mais c'est promis. Si c'est pour Arnie, je pense que c'est bien. Juste avant de me coucher, un peu plus tard, je passai mon dernier coup de fil à une Leif déjà à moitié endormie. C'est pour un des prochains jours. Tu en es ? Oui, mais quels sont tes plans, Denis ? Je lui expliquai tout ce que j'avais arrangé, étape par étape, m'attendant à ce qu'elle trouve des failles dans mon idée, mais elle se contenta de dire, quand j'eus fini de lui donner mes explications, « Et si ça marche pas ? Tu tiendras les cordons du poêle. Faut-il que je te fasse un dessin ? Non, pas la peine. Je te laisserai en dehors du coup si je pouvais, mais le bey va certainement flairer un piège, et l'appât doit être de première. Oh, je ne te laisserai pas faire sans moi, de toute façon. C'est mon affaire aussi. Je l'ai aimé, et on n'oublie jamais complètement, n'est-ce pas, Denis ? Eh non, répondis-je à Leif, en mettant une main devant mes yeux. Je l'aimais aussi, et peut-être que ce n'était pas vraiment trop tard pour lui. Oui, si j'avais prié, c'est ce que j'aurais demandé. Mon Dieu, permettez-moi de sauver une dernière fois Arnie de ce qui le menace, rien qu'une fois encore. La conclusion fut pour le lendemain même, le vendredi 19 janvier. La première chose que je fis, ce jour terrible et si long, fut de me rendre chez Jimmy Sykes. Je m'étais dit que j'allais avoir des problèmes avec sa mère, mais il n'en fut rien. Elle était sans doute encore plus attardée mentalement que son fils. Elle m'invita à partager des œufs au bacon, mais je refusai, tant j'avais déjà l'estomac noué, et je patientais sur mes béquilles pendant que Jimmy retournait sa chambre pour trouver les fameuses clés. J'échangeais des propos sans importance avec la mère de Sykes, grosse comme une montagne, en commençant à craindre que Jimmy n'eût perdu les clés et que toute l'opération fût par terre avant même d'avoir commencé. Il revint en secouant la tête. Oh, pas moyen de mettre la main dessus. J'ai dû les égarer quelque part. Quel malheur. As-tu regardé dans tes poches, Jim ? Lui demanda sa mère. Une expression de stupéfaction se dessina sur la figure de Jimmy. Il enfonça sa main dans la poche de son pantalon de travail et avec un rictus de honte désolé en sortit le trousseau. Il comptait 3 clés,
celle qui ouvrait la porte d'entrée, celle du long terrain se trouvant derrière le garage et où l'on rangeait les épaves, et celle du bureau de Will. Je les remerciais et filais aussi vite que possible. Il était 8h15, les cours commençaient à 9. L'EF m'avait dit qu'Arnie arrivait généralement à 9h moins le quart. J'avais juste le temps. Le ciel était d'un gris crasseux. La radio annonçait des chutes de neige pour la fin de l'après-midi. Je traversais la ville et vins me garer sur le parking du lycée, dans les rangées de devant. Je n'avais pas eu besoin de l'EF pour savoir qu'Arnie se rangeait généralement au fond. Il fallait que je puisse l'avoir à l'œil pour jeter l'hameçon, mais je voulais qu'il fût aussi loin que possible de Christine à ce moment-là. Loin de la voiture, l'emprise de Lebet semblait moins forte. Les élèves arrivaient, garaient leurs voitures eux aussi, puis se dirigeaient vers les bâtiments en bavardant et en riant. Je me fis tout petit sur mon siège, préférant qu'on ne me vît pas. Un car vint s'arrêter devant l'entrée du bâtiment principal et dégorgea ses passagers, des jeunes élèves. Mon cœur tapait dans ma poitrine et j'étais effroyablement tendu. Une partie de moi souhaitait désespérément qu'Arnie ne vienne pas. Mais j'aperçus bientôt la silhouette trop connue de Christine, rouge et blanche, qui s'engageait sur l'aire de stationnement du lycée à 30 à l'heure, un plumet blanc montant du pot d'échappement. Arnie était au volant. Il ne me remarqua pas et alla stationner dans le fond. J'ouvris ma portière, sortis mes béquilles, et m'appuyant sur elles, parvins à m'extraire de ma voiture. Puis je restai immobile à attendre, me prenant un peu pour Fred McMurray dans Assurance sur la mort. À l'intérieur de l'école retentit le premier coup de sonnette annonçant le début des cours. Arnie arrivait dans ma direction, ses bouquins sous le bras, tête baissée, se faufilant entre les voitures. Il disparut un instant derrière une camionnette, puis reparut. C'est alors que, relevant la tête, il me vit. Il écarquilla les paupières et fit automatiquement demi-tour pour repartir vers Christine. « Tu te sens nu comme un verre quand t'es pas derrière ton volant, pas vrai ?» lui lançai-je. Il se retourna vers moi. Ses lèvres s'étirèrent comme s'il venait de goûter quelque chose d'amer et d'écœurant. « Comment va ta connasse, Denis ?» J'avançai de 2 pas avec mes béquilles. Il me regardait avec un rictus sur le visage. « Ça te plaisait quand Repperton te traitait de face de con ? Il faut croire que oui. » Il sembla sourciller, mais son sourire méprisant demeura sur ses lèvres. « Ou bien quand Tony Deckinger t'appelait le paix humain ?» Je n'avais pas prévu de me mettre en colère contre lui, mais c'était trop tard. J'en tremblais. « Ça te plaisait ? Et te souviens-tu de la fois où Lad Smith t'a jeté par terre dans la rue et où je lui ai chippé son chapeau de scout pour le lui enfoncer dans son pantalon ? Mais où as-tu été tout ce temps, Arnie, dit. Ce Lebet est un intrus de fraîche date. Moi, je suis là depuis le début. » Il sourcilla de nouveau. Le rictus s'effaça et il se tourna à demi vers Christine, la cherchant des yeux comme on cherche la personne avec qui on a rendez-vous dans une foule ou comme un drogué cherche le revendeur. « Tu as besoin d'elle à ce point-là ? Mon vieux, t'es salement accroché. »« Je ne comprends pas de quoi tu parles, dit-il. Tu m'as volé ma copine. T'as fait ça derrière mon dos. Tu m'as trompé. Tu n'es qu'un merdeux comme tous les autres. Je pensais que je pouvais te faire confiance. En fait, t'es pire que Repperton et ses semblables. Tu me l'as volé, espèce de merdeux. » Je fis un pas en avant. La neige était glissante. « On ne vole pas ce qui vous est offert. »« Qu'est-ce que tu racontes ? » ?»« Je parle du soir où elle s'est étouffée dans ta voiture. Du soir où Christine a tenté de la tuer. Ce soir-là, tu lui as dit que tu n'avais pas besoin d'elle et qu'elle aille se faire voir. »« Mais c'est pas vrai, tu mens. C'est un mensonge. »« Mais à qui suis-je en train de parler maintenant ? » ?»« Aucune importance. Ce n'est qu'un sale mensonge. J'aurais dû m'y attendre avec cette petite salope. » J'avançai de nouveau d'un pas. « Quand tu signes, Arnie, ta signature n'est plus la même qu'avant. Tais-toi, Denis. Ton père dit que tu es comme un inconnu chez toi. Oh, je te préviens, hein. À quoi bon ? Je ne sais que trop ce qui va se passer. Et Leif aussi. Ce qui est arrivé à Buddy Repperton, à Will Darnell et aux autres. En vérité, t'es plus du tout Arnie, et je sais que tu es là, Lebet. Allez, sors, que je te vois. Je t'ai déjà vu, d'ailleurs. Quand tu m'as ramené chez moi le 1er janvier, et hier soir, quand tu allais chercher de ce poulet frit, je sais que tu es là. Alors cesse de jouer au petit malin et montre-toi. » Et c'est ce qu'il fit. Le visage d'Arnie se transforma. Une expression amère tordit sa bouche comme une rose de rancœur. Je vis à quoi ressemblait le grand frère de Georges Lebet. Et s'il y a une seule chose dont je me souviens à propos de Relly à cette époque, c'est qu'il était tout le temps en colère. Il s'approcha de moi, ses yeux étaient brouillés et vides. Son expression était gravée sur son visage comme une marque au fer rouge. Je repensais à la cicatrice que Georges Lebet portait sur son avant-bras, du coude jusqu'au poignet. Ne le voilà-t-il pas qui revient, me soulève et me jette au loin. J'entendais ce gosse de 14 ans crier « Tu tâcheras de ne plus te trouver en travers de mon chemin, sale petit morveux. Tu m'entends ?» C'était bien Lebet que j'avais en face de moi maintenant.
un type qui n'admettait pas de perdre. Bats-toi contre lui, Arnie. Ça fait trop longtemps qu'il mène la barque. Bats-toi, tue-le. Ne le laisse pas. Il donna un coup de pied dans ma béquille droite. Je chancelai, parvins presque à rester debout, puis il donna un autre coup de pied dans la béquille gauche. Je m'affalai sur la neige tassée. Il avança d'un pas et sauta au-dessus de moi, dur et inconnu. « Tu l'as voulu, tu l'auras. »« Oh, c'est sûr, répondis-je en haletant. Tu te rappelles des fourmis, Arnie? Tu es encore là? Ce salaud qui est là n'a jamais eu de fourmis dans sa vie. Il n'a même jamais eu d'amis. » Et soudain, le calme dur se brisa. Le visage tourbillonna. Je ne vois pas comment le dire autrement. Le bey était toujours là, furieux de devoir réprimer une sorte de mutinerie intérieure. Puis c'était Arnie, les traits tirés, honteux, montrant une souffrance désespérée. Puis le bey, de nouveau, qui allait me donner un coup de pied pendant que je tentais de rattraper mes béquilles, me sentant comme un idiot. Puis de nouveau Arnie, mon ami Arnie, remontant ses cheveux de la main d'un geste habituel. Arnie qui disait « Oh, Denis, excuse-moi, je suis désolé, absolument désolé. »« Il est trop tard pour regretter, mon vieux. » Je saisis une béquille, puis l'autre, et me relevai lentement. Mes mains étaient insensibles à cause du froid. Arnie ne bougea pas pour m'aider. Il se tenait le dos contre la camionnette, les yeux écarquillés, choqué. « Denis, je n'y peux rien. Des fois, j'ai même plus l'impression d'être là. Aide-moi, Denis, aide-moi. »« Le bey est là ?»« Il est toujours là, mon Dieu, toujours. Sauf... » »« Dans la voiture ?»« Oui, quand Christine roule, il est avec elle. C'est le seul moment où il... Arnie se tut. Sa tête pencha de côté. Son menton se mit à rouler contre sa poitrine comme un axe déréglé. Ses cheveux pendouillaient vers le sol. De la bave sortit de sa bouche et tomba sur ses souliers. Il se mit à hurler, un son très aigu, et à taper avec ses mains gantées contre la camionnette derrière lui. « Va-t'en! Va-t'en! Va-t'en !» Plus rien pendant quelques secondes. Rien à part son corps qui se trémoussait comme si un panier de serpents avait été vidé à l'intérieur de ses vêtements, et ce lent et atroce roulement de son menton contre sa poitrine. Je crus un instant qu'il allait l'emporter sur l'autre vieux salaud, mais quand il releva la tête, ce n'était plus Arnie. Le bey était devant moi. « Ça va se passer comme il a dit. Laisse tomber, petit gars. Il se peut que je ne te passe pas dessus. Viens ce soir chez Darnel. Nous jouerons. J'amènerai Leif. Et amène Christine, lui dis-je. C'est moi qui choisis le moment et le lieu, répondit le bey, avec la bouche d'Arnie, avec ses dents jeunes et encore bonnes. Tu ne sauras pas quand ça se passera et où, mais tu sauras quand le moment viendra. Réfléchis-y, répliquai-je presque sur le ton de la conversation. Viens chez Darnel ce soir, sinon Leif ou moi raconterons tout demain. Il éclata d'un rire hideux et méprisant. Et où cela vous mènera-t-il? À l'asile? Certes, au début, on ne nous prendra pas au sérieux, je te l'accorde, lui répondis-je. Mais croire qu'on flanque les gens dans un asile dès qu'ils parlent de fantômes ou de démons, c'est bon de ton temps, le bey. Aujourd'hui, on a l'exorciste, Amityville et tout ça. Beaucoup de gens croient à cela. Il ricanait toujours, mais ses yeux trahirent quelque chose, peut-être la première trace de peur. J'ajoutais, « Et ce dont tu sembles pas te rendre compte, c'est du nombre de gens qui savent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. » Son rictus disparut enfin. Il devait certainement avoir déjà pensé à ce que je venais de lui dire. Mais peut-être que tuer finit par devenir une habitude et qu'au bout d'un moment, on n'est plus capable de s'arrêter et de faire le bilan. Il poussa une sorte de grognement et se détourna pour s'éloigner. « Songe-y sérieusement, lançai-je dans son dos. Le père d'Arnie sait qu'il se passe quelque chose de tordu. Le mien aussi. Et je suis sûr qu'il y a quelque part des policiers qui sont prêts à entendre n'importe quelle explication sur la mort de leur ami Jenkins, car tout ramène à Christine. Christine, Christine! Un de ces quatre, quelqu'un va la fourrer dans la machine à écraser la tôle qui se trouve derrière chez Darnel. » Il se retourna vers moi et me fixa, avec dans le regard un mélange de haine et de peur. « Oui, les gens nous riront au nez, continuai-je. Je n'en doute pas, mais j'ai en ma possession 2 morceaux de plâtre portant chacun une signature d'Arnie. Sauf que l'une des 2 n'est pas la sienne. C'est la tienne, le bey. Je les montrerai aux flics et je les ferai chier jusqu'à ce qu'ils les fassent examiner par un graphologue spécialisé, qui ne manquera pas de confirmer. Alors les gens se mettront à surveiller Arnie, et à surveiller Christine aussi. Tu me suis ? » ?»« Ah, petit gars, tu me fais aussi peur qu'une mouche, répondit-il. Mais ses yeux disaient autre chose. J'avais réussi à l'atteindre. « C'est inévitable, poursuivis-je. Les gens ne sont rationnels qu'en surface. Ils redoutent toujours de casser du verre, sauf si c'est du verre blanc. Ils évitent de passer sous les échelles. Ils croient à la vie après la mort. Tôt ou tard,
Et plutôt tôt que tard, si Leif et moi débitons tout ce que nous savons, quelqu'un réduira cette bagnole en boîte à sardines. Je suis prêt à parier que ce jour-là, tu y passeras aussi. Hein, ça te ferait plaisir, hein dit-il. Nous serons chez Darnel ce soir. Si t'es vraiment bon, tu peux te débarrasser de nous deux d'un seul coup. Ce ne sera pas la fin de tes ennuis, mais ça te laissera peut-être un peu de répit encore. Un peu de temps pour quitter la ville. Mais je ne crois pas que tu sois assez fort pour ça, l'ami. Ça a trop longtemps duré. Du balai. Puis je revins vers ma Duster en maniant mes béquilles plus maladroitement que nécessaire, pour lui faire croire que j'étais plus mal en point qu'en réalité. Je l'avais sérieusement ébranlé en parlant des 2 signatures. Il était temps de filer avant de perdre l'avantage. Mais encore une chose tout de même. Une chose qui achèverait de rendre le bey fou furieux. Je tirai ma jambe gauche des 2 mains pour la rentrer dans ma voiture, claquai la portière, baissai la vitre, et le regardant dans les yeux avec un large sourire, lui lançai « Elle est fantastique, au pieu. Dommage que t'en profiteras jamais. » En grognant de rage, il bondit sur la voiture, mais j'avais déjà remonté la vitre et fermé le verrou de la portière. Je mis le contact tranquillement, tandis qu'il tapait comme un sourd sur la vitre. Son visage était tordu, terrible. Il n'avait plus rien d'harni, rien du tout. Mon vieux copain n'était plus là. Intérieurement écrasé de tristesse, je maintins néanmoins sur mon visage ce sourire salace et insultant. Puis, lentement, je lui montrai un doigt. « Je t'emmerde, le bey !» lui criai-je en le laissant là, tremblant de cette fureur aveugle dont son frère m'avait parlé. Plus que sur toute autre chose, c'était là-dessus que je comptais pour l'amener le soir même, là où je voulais. Il était 10h moins le quart quand j'arrivai chez Johnny Pemberton, un grand type baraqué vêtu d'une veste de chasseur à gros carreaux rouges et noirs et de bottines vertes. Un vieux gars lurin cachait sa calvitie. « Oh, il va encore neiger, dit-il en regardant le ciel. Je me demandais si t'allais te pointer, mon gars, mais j'ai quand même sorti ce que je t'ai réservé. Qu'est-ce que tu penses de ça ?» J'avais sous les yeux un véhicule étrange. Il s'en dégageait une odeur assez forte et pas exactement agréable. Autrefois, il y a très longtemps, ça avait été un engin de la marque GM. C'est en tout cas ce qui était écrit sur l'énorme museau du véhicule. À présent, il y avait un peu de tout dedans. Mais ce qui était sûr, c'est que ce véhicule était énorme. Le sommet de la calandre était à la hauteur de la tête d'un homme de grande taille. La cabine de pilotage, au-dessus, ressemblait à un gros casque carré. Sur la plateforme qui se trouvait derrière, un réservoir rond et long monté sur des doubles roues. Cela ressemblait assez à un camion-citerne pour transporter de l'essence, sauf que je n'avais jamais vu de camion-citerne comme celui-là, peint en rose vif. Le nom Pétunia était écrit sur le côté en lettres gothiques de 60 cm de haut. « Je ne sais pas quoi en penser, lui répondis-je. Qu'est-ce que c'est ?» Pemberton se colla une clope dans la bouche, l'alluma et dit « Une pompeuse de merde. »« Une quoi ?» « 75 600 litres de contenance, fit Pemberton. C'est une sacrée déboucheuse, cette Pétunia. » Je commençais à comprendre, et il y avait là-dedans un humour ironique et absurde qui n'eût pas déplu à Harny, l'ancien Harny. Lorsque j'avais appelé Pemberton, je lui avais demandé s'il disposait d'un camion puissant et lourd. Ses 4 bennes à ordures étaient déjà louées, et sa niveleuse était en panne depuis Noël. C'était la seule chose qui lui restait, un camion à vider les fosses septiques. Elle pèse 8 tonnes vides. Pleine, je ne sais pas, ça peut aller jusqu'à 9 ou 10 tonnes. Elle est nettoyée et désinfectée. Elle sent encore un petit peu, hein ? Oh, on s'y fait, lui dis-je. Elle a 5 vitesses, avec engrenage différentiel double, ce qui fait en tout et pour tout 10 vitesses, si on sait se servir d'un levier de vitesse. Il jeta un regard douteux sur mes béquilles et s'alluma une autre cigarette. « Sais-tu t'en servir au moins ?»« Oh, bien entendu, répondis-je, sauf s'il n'y a pas moyen de le bouger. » Restait à savoir pendant combien de temps. « Enfin, c'est pas mes oignons, à toi de te débrouiller. Je te fais un rabais de 10% si tu payes comptant. Les paiements comptants passent à l'as. » Je sortis mon portefeuille. « Combien m'avez-vous dit pour la louer une journée ?»« 90$, ça va ?» J'allongeai la monnaie. J'étais prêt à donner 120. « Et ta Duster, là, que vas-tu en faire ?» Je n'y avais même pas pensé. « Puis-je la laisser ici pour un jour ?»« Tu peux la laisser là toute la semaine, du moment que tu la ranges dans le fond et que tu me laisses les clés au cas où j'aurais besoin de la déplacer. » J'allais ranger ma voiture, puis me hissai dans la cabine de Pétunia. Les clés étaient au tableau de bord, le schéma des vitesses était imprimé sur le levier. Je lançai le moteur, qui faisait un tonnerre de tous les diables. « Elle n'est pas spécialement discrète, hein » me cria Pemberton. « Oh, ça ne fait rien » lui hurlai-je à mon tour. « Tu sais, je doute que tu aies le permis poids lourd, mon garçon. »« Vous direz que vous vous êtes fié à ma bonne mine, » lui répondis-je. « D'accord, lança-t-il en riant. «
Et je suppose que ce n'est pas non plus mes oignons ce que tu comptes faire avec ce camion, pas vrai? Ce pourquoi il est fait, me débarrasser d'une certaine quantité de merde. J'eus eu assez peur pendant les premières minutes de conduite. Même vide, ce joujou dévalait comme une avalanche. J'étais incroyablement haut par rapport aux autres voitures, dont je voyais le toit en dessous de moi. En traversant Libertyville, je me sentis aussi discret qu'un bébé baleine dans un bocal à poisson rouge. La couleur rose vif de Pétunia n'aidait pas non plus à la discrétion, et j'eus droit à quelques coups d'œil amusés. Ma jambe gauche me faisait déjà un peu mal, mais les manœuvres pour m'habituer aux vitesses et faire attention à la circulation difficile du centre-ville détournèrent mon attention. En revanche, une douleur plus surprenante apparut dans mes épaules et ma poitrine, due au simple effort de tourner le volant, qui, n'ayant pas de direction assistée, était extrêmement dur à manier. Je me garai en plein centre, fis faire 2 paires de doubles des clés que m'avait donné Jimmy Sykes, puis entrai dans un café où il y avait un téléphone. Le ciel se couvrait. Pemberton avait eu raison, il allait neiger. Je commandai quelque chose, puis fis de la monnaie pour la cabine téléphonique. Leif répondit dès la première sonnerie. « Denis, où es-tu ?»« Dans un café. Es-tu seul ?»« Oui. Papa est à son travail et maman est partie faire les courses. J'ai failli tout lui raconter, Denis. J'ai pensé qu'elle allait se garer devant le supermarché et que... Je ne sais pas. J'ai eu peur, même si Arnie n'a pas encore quitté la ville. Tu comprends, Denis? Je vais devenir folle si ça continue comme ça. Quand passons-nous à l'action? Tout de suite. Rejoins-moi en laissant un billet à ta mère. Dis-lui que tu dois t'absenter pour un petit moment. Ne mets rien de plus. Autre chose, as-tu un analgésique chez toi? Quelque chose pour tuer la douleur? Ouais. Je vais prendre un produit que mon père utilisait quand il s'était fait mal au dos. C'est pour ta jambe, Denis? Ouais, j'ai un peu mal. Ok, j'arrive tout de suite. Mon Dieu! S'exclama Leif en contemplant la magnificence rose de Pétunia, qui réduisit à l'état de naine la Chevrolet et la Volkswagen stationnées de chaque côté d'elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une pompe à merde, répondis-je le plus sérieusement du monde. Elle me regarda, interloquée, puis éclata de rire. Je sais que ça a l'air assez ridicule, je sais, mais... Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, répondit Leif entre 2 éclats de rire. Mais si on n'y arrive pas avec ça... Et après tout, c'est bien l'engin que Christine mérite, tu ne crois pas? En effet, j'ai pensé ça, moi aussi. Eh bien, grimpons, j'ai froid. Elle monta dans la cabine la première. Pouah, fit-elle en sentant l'odeur. Je souris. Oh, on s'y fait, tu verras. J'avais déjà moins mal à la jambe gauche. Les 2 cachets que j'avais pris au café dès l'arrivée de Leif commençaient à faire effet. Denis, ta jambe peut-elle tenir le coup? Ah, il faudra bien, lui répondis-je en claquant lourdement ma portière. Il était 11h30 environ lorsque nous nous mîmes en route. Les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Je cheminais d'abord jusque chez les Sykes, où visiblement il n'y avait personne. La mère devait être à son travail et le fils était peut-être parti pointer au bureau de chômage. Leif trouva une vieille enveloppe dans son sac, mit le trousseau de clés de Jimmy dedans et glissa le tout dans leur boîte aux lettres. « Et maintenant ?» demanda Leif. Encore un coup de fil à donner. Nous trouvâmes en route une cabine téléphonique. Je descendis et allai composer le numéro de Horlicks. Arnie m'avait dit un jour que son père restait le plus souvent à son bureau entre ses cours, y mangeant même son déjeuner qu'il emportait dans un sac. Michael répondit presque immédiatement. « Oh, Denis, j'ai tenté de te trouver chez toi. Ta mère m'a dit... Où va-t-il » lui demandai-je. « Comment sais-tu qu'il part? Tu dois me dire... Oh, je n'ai pas le temps de répondre à la moindre question, Michael. Où va-t-il » Il va avec sa mère cet après-midi à l'université de Penn State, tout de suite après les cours. Arnie a appelé Regina ce matin pour lui demander si elle voulait bien l'accompagner. Il lui a raconté qu'il avait eu l'impression de retrouver soudain ses esprits, de s'être rendu compte que s'il ne s'occupait pas sérieusement de son entrée en faculté, il risquait d'en pâtir, et que Penn State lui paraissait le choix le meilleur. Il lui a donc demandé de l'accompagner et de parler au directeur de la section Arts et Sciences, et à quelques professeurs d'histoire et de philosophie. Il faisait si froid dans la cabine téléphonique que mes mains étaient engourdies. Leif me regardait parler, perché tout en haut du camion. Elle avait l'air anxieuse. « Comme tu arranges tout cela très bien, Arnie, me dis-je. Tu es encore très fort dans ce jeu d'échecs. » Il manipulait sa mère comme un pantin au bout d'un fil. J'eus un instant pitié d'elle, mais après tout, combien de fois Regina n'avait-elle pas elle-même manipulé autrui comme dans un théâtre de guignol? Maintenant qu'elle avait perdu la moitié de son bon sens, Lebel la pâtait avec l'unique promesse qui pouvait la faire courir, l'idée que les choses puissent redevenir comme avant. « Et quand partent-ils » demandai-je à Michael.
Regina va le chercher au lycée à la fin des cours du matin. Il a obtenu un billet d'absence. Cela signifiait qu'il quitterait Libertyville dans moins d'une heure et demie. Puis je lui posai une dernière question, bien que j'en connusse déjà la réponse. Ils ne prennent pas Christine, n'est-ce pas? Non, ils prennent notre voiture. Regina délire de joie, Denis, littéralement. Cette idée d'aller avec elle à Penn State, très inspirée. Rien n'aurait pu empêcher Regina de donner à fond dedans. Mais, Denis, dis-moi, que se passe-t-il? Je t'en prie. Demain, Michael, c'est promis juré. D'ici là, je voudrais que vous fassiez encore quelque chose pour moi. C'est sans doute une question de vie ou de mort pour ma famille et pour celle de Leif Cabot. Vous... Oh nom de Dieu! S'écria Michael du ton de l'homme qui comprend enfin tout. Arnie est parti de Libertyville chaque fois que... Sauf la fois où c'est Welch qui a été tué. Et cette nuit-là, Regina jure qu'il dormait dans son lit, ce que je ne mets pas en doute. Mais Denis, qui conduit cette voiture? Qui se sert de Christine pour tuer pendant qu'Arnie n'est pas là? Je faillis le lui dire, mais la réponse aurait entraîné d'autres questions par dizaines, sans même être sûr qu'il me croirait. Michael, écoutez, je vous demande d'appeler mon père et celui de Leif. Il le faut, que tout le monde se réunisse chez elle. Je crois que vous devriez vous joindre à eux d'ailleurs. Restez tous ensemble tant que Leif et moi ne sommes pas de retour ou tant que nous ne vous appelons pas. Mais qu'ils comprennent bien ceci. Il ne faut pas qu'ils sortent après... Rapide calcul dans ma tête. Si Arnie et Regina quittaient Libertyville à 14 heures, combien de temps devrait s'écouler pour que son alibi soit en plomb? Après 4 heures de l'après-midi. Après 4 heures, aucun de vous ne doit être dans une rue. N'importe quelle rue, sous n'importe quel prétexte. Mais, Denis, je ne peux tout de même pas... Si, Michael, il le faut. Vous convaincrez sans peine mon père. Puis, à vous deux, vous devriez arriver à convaincre monsieur et madame Cabot. Et tenez-vous vous-même à l'écart de Christine, Michael. Mais ils partent directement du lycée, Denis, et Arnie a dit qu'il ne craignait pas de laisser sa voiture au parking du lycée. Ta, si jamais vous aperceviez la voiture par la fenêtre, devant chez vous par exemple, surtout ne sortez pas. C'est bien compris? Oui, mais appelez d'abord mon père. Promis? D'accord, promis, mais Denis... Merci, Michael. Et je raccrochai. J'avais beau avoir mains et pieds gelés, mon front ruisselait de sueur. Qu'y a-t-il? Demanda Leif lorsque je fus de retour dans le camion. A-t-il promis? Oui, il a promis. Je suis sûr que mon père veillera à ce qu'ils se réunissent tous et ne bougent plus. Si Christine part aux trousses de quelqu'un ce soir, ça ne pourra être que de nous. Très bien. Je mis Pétunia en marche et nous repartîmes. Le décor était planté, aussi bien que possible en tout cas. Restait à attendre le début de l'action. Nous traversâmes les quartiers, nous séparant du garage d'Arnel sous une chute de neige légère mais continue, et arrivâmes à destination quelques minutes après 13 heures. Le garage respirait l'abandon, et Pétunia vint s'arrêter juste devant la porte d'entrée. Les pancartes n'avaient pas changé depuis cette lointaine soirée d'août, où pour la première fois Arnie y avait amené Christine. Faites des économies, apportez votre savoir, nous vous fournissons les outils. Location à la semaine, au mois ou à l'année. Klaxonnez pour qu'on vous ouvre. Mais la seule pancarte qui possédait encore un sens était celle qu'on pouvait lire à travers la fenêtre du bureau plongée dans l'obscurité. Fermé jusqu'à nouvel ordre. Sinistre comme endroit, fit Leif à voix basse. Ah, tu l'as dit, lui répondis-je. Tiens, prends ce double des clés du garage. Une d'elles doit ouvrir cette porte. Pendant qu'elle descendait, je surveillais attentivement les environs grâce aux 2 rétroviseurs du véhicule, l'intérieur et l'extérieur, mais nous n'éveillions apparemment aucune attention particulière dans le quartier. Je suppose que les gens ont un certain mal à imaginer qu'un engin aussi énorme et aussi voyant puisse être en train de se livrer à une activité clandestine ou illégale. Leif avait trouvé la bonne clé, mais elle avait beau tirer de toutes ses forces, la porte ne s'ouvrait pas. Elle revint près de moi. La clé tourne bien, mais la porte ne bouge pas. Elle doit être coincée par le gel ou quelque chose comme ça. Formidable, me dis-je, merveilleux. Ah, ça n'allait pas être du gâteau. Je descendis et essayai à mon tour. La porte céda de quelques millimètres, mais Leif avait raison, le bas était gelé et scellé contre le sol. Tiens-toi à moi et aide-moi, lui dis-je. Leif mit ses 2 mains au-dessus de ma main droite. Je compte jusqu'à 3. À 3, on tire d'un bon coup. D'accord? À 3, la porte se libéra si facilement que nous fûmes pris par surprise et que déséquilibré, je m'affalai par terre. Évidemment, ce fut ma jambe gauche qui dégusta, et une douleur monta de ma cuisse pour atteindre mes tempes et redescendre. Je serrai les dents pour ne pas crier. Leif m'aida à me relever, et j'eus le plus grand mal à remonter tout seul dans la cabine de Pétunia.
J'étais déjà trempé de sueur. Jusqu'à ce jour de janvier 79, j'ignorais à quel point la douleur peut faire littéralement suer. Je tentais d'appuyer sur la pédale d'embrayage avec mon pied gauche, mais l'élancement fut si fort que je rejetai la tête en arrière tout en serrant furieusement les dents pour ne pas hurler. « Denis, je vais trouver une cabine téléphonique et appeler un médecin. Tu as dû te la recasser en tombant. »« Ah, je sais pas. En tout cas, pas question que t'appelles. Ce sont tes parents ou les miens qui y passeront si nous n'en finissons pas maintenant avec Christine. Tu sais très bien que rien n'arrête le bey, ni sa vengeance. On peut plus reculer. »« Mais tu ne peux pas conduire cet engin, dit-elle. Retourne dans le garage. Et essaye de me trouver un balai ou un long bout de bois. »« Pourquoi faire ? » ?»« Cherche toujours, on verra bien. » Leif disparut dans l'obscurité du garage. Si je m'étais recassé la jambe, il y avait un gros risque que je porte jusqu'à la fin de mes jours un talon artificiel à la jambe gauche. Mais la fin de mes jours, d'un autre côté, n'était peut-être pas loin si nous n'en finissions pas maintenant. Charmante perspective. Leif revint avec un balai dont le manche était vissé. « Ça ira ?»« Oh, pour entrer dans le garage, oui. Une fois dedans, nous verrons si nous ne trouvons rien de mieux. » J'enfonçai la pédale de débrayage avec le manche du balai et mis en première. Je n'avais pas fait un mètre que le bout du manche glissait sur la pédale, et Pétunia pénétra dans le garage en hoquetant violemment. J'écrasai le frein du pied droit, le camion cala, mais pour l'essentiel, nous étions entrés. « Leif, il me faut quelque chose de plus large en bas. » Elle descendit et partit en quête de l'objet souhaité. En l'attendant, je contemplais l'ancien quartier général de Darnel. Il ne restait que 4 ou 5 vieilles voitures, tellement abîmées que personne n'avait pris la peine de les réclamer. Tous les autres box, avec leurs numéros peints devant la peinture blanche, étaient vides. Je jetai un rapide coup d'œil au box 20, vide lui aussi. Les étagères, autrefois couvertes de pneus, étaient également vides, mis à part quelques vieux débris usés jusqu'à la corde. Leif était entré dans le bureau de Will. À travers la cloison de verre, je la voyais aller et venir. Elle appuya sur des boutons, et les lampes suspendues au plafond du garage s'allumèrent, aussi froides que la neige du dehors. L'électricité n'était donc pas coupée. Il faudrait éteindre la lumière, mais nous pourrions allumer le chauffage pour avoir moins froid. C'était déjà ça. Elle ouvrit une porte au fond du bureau et disparut quelques instants. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 13h30. Lorsqu'elle revint, elle tenait un balai au cédar pourvu d'une large éponge jaune en bas. « Oh, parfait !» m'exclamai-je. « Maintenant, ça va être du sérieux. Où as-tu trouvé ça ?»« Dans le cabinet de toilette qui est derrière, » répondit-elle en fronçant les narines. « Ça pue ?»« Oh ouais, c'est sale. Ça pue le cigare et dans un coin, il y a une pile de bouquins porno. » Voilà donc ce que Darnel laisse derrière lui, pensai-je. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fait raser cet endroit et recouvrir le tout de goudron. Pour moi, ce garage était une tombe. Le bey et Christine y avaient tué l'esprit de mon meilleur ami et s'étaient emparés de sa vie. Je vis tout de suite qu'il m'était beaucoup plus facile de manœuvrer le camion avec ce nouveau balai, en première du moins. Je lui fis faire un demi-cercle et plaçai l'arrière de Pétunia contre un des côtés du garage, juste derrière le bureau de Darnel, de façon à ce que l'avant du camion fût pointé directement sur la porte d'entrée. Puis j'arrêtai le moteur et dis à Leif d'aller éteindre les lampes. Elle en profita pour allumer le chauffage. Une fois les lampes éteintes, le garage fut de nouveau plongé dans l'ombre. La lumière qui entrait par la porte restée ouverte était faible, atténuée par la neige. Elle atteignait à peu près le milieu du garage où elle éclairait le ciment fendu et taché d'huile. Je m'enfonçai sur mon siège et passai mes mains sur le dessus de mes cuisses. Mon jean était tout tendu sur la gauche. La vache, elle gonflait déjà. Et elle me faisait mal, sacrément mal. Leif me dit que j'avais une mine affreuse. Je me contentais de fermer les paupières et de reposer la tête en arrière. Alors le temps sembla ralentir. 2h moins le quart, 2h. Dehors, les chutes de neige étaient un peu plus épaisses, mais guère. Au bout d'un moment, Leif me dit « Denis, tu ne crois pas qu'il est temps que tu m'expliques exactement comment tu comptes t'y prendre ?» J'acquiesçai. « Une fois que la nuit sera venue, tu vas t'installer à côté du bouton qui commande la fermeture de la porte d'entrée. » Je lui montrai du doigt où se trouvait ce bouton à droite de la porte. « Tu te plaqueras contre le mur. Dehors, on ne peut pas te voir. Lorsque Christine entrera, si elle vient bien sûr, tu appuieras immédiatement sur ce bouton, puis tu te glisseras dehors avant que la porte ne se referme. La porte est en bois, mais le côté intérieur est renforcé par des bandes de métal. Une fois la porte refermée, Christine ne pourra plus ressortir, et clac, le piège sera refermé sur elle. Et sur toi aussi. Comme a dit un grand poète, ton idée de vaut pas tripette. Et c'est la seule manière d'y arriver, Leif.
Si tu te trouves à l'intérieur du garage lorsque la porte d'entrée se refermera, Christine te passera dessus. Inutile de rêver à la possibilité de déclencher la fermeture de la porte depuis le bureau de Darnel. De toute façon, il n'y a pas de bouton pour ça. Tu as vu ce que Christine a fait des murs de sa maison ? Le visage de Leif exprimait une certaine obstination. Eh bien alors, gare le camion à côté de la porte d'entrée, de façon à ce que je puisse pousser le bouton en me penchant par la portière. J'appuierai dessus dès qu'elle entrera. Non, non, répondis-je. Si je me mets là, le camion sera en partie visible de l'extérieur, et si elle le voit, Christine ne rentrera pas. Ah, ça ne me plaît pas, dit-elle. Je ne veux pas te laisser seule ici. Tu t'es servi de moi. Je mis mon bras autour de ses épaules. Ne t'en fais pas. Tu cours autant de danger que moi, davantage même, car tu seras juste à côté d'elle lorsqu'elle entrera. Moi, je serai ici, tout en haut de ma cabine, et je n'aurai plus qu'à réduire la salope à l'état de pièce de rechange. J'espère seulement que c'est comme cela que ça se passera, dit-elle en se détendant un peu et en posant sa tête sur ma poitrine. Je lui caressai les cheveux. Et nous continuâmes d'attendre. En imagination, je voyais Arnie sortir du lycée, ses bouquins sous le bras. Regina l'attendait dans sa voiture, radieuse de joie. Arnie affichait un sourire distant et se laissait embrasser. « Arnie, tu as fait le bon choix. Tu n'imagines pas à quel point nous sommes soulagés, ton père et moi. »« Oui, maman. Tu veux conduire, mon chéri ? » ?»« Oh non, conduis, toi, maman. C'est bien. » Et ils partaient ensemble, sous la neige légère, Regina au volant, Arnie assis à côté d'elle, les mains jointes avec raideur sur ses genoux, le visage blême, sans sourire et sans acné. Stationnée devant le lycée de Libertyville, Christine attendait que la neige s'épaississe, attendait la nuit. Vers 3h30, Leif dut retourner aux toilettes du bureau de Darnel pour un besoin. Pendant son absence, j'avalai 2 autres cachets contre la douleur, sans rien boire. Ma jambe me faisait mal continuellement. Quelques minutes plus tard, je perdus le sens exact de l'heure. Je pense que le puissant médicament me plongea dans une espèce d'ivresse. Tout sembla devenir onirique. Les ombres qui s'épaississaient, la lumière extérieure qui se transformait peu à peu en gris de cendre, le ronronnement presque imperceptible du chauffage. Je crois que nous fîmes l'amour. Pas de la manière habituelle, c'eût été impossible avec ma jambe, mais je crois bien me souvenir que la respiration de Leif devenait de plus en plus haletante contre mon oreille, qu'elle me répétait de faire attention. Elle avait déjà perdu Arnie et ne voulait pas me perdre aussi. Il me semble me souvenir d'une explosion de plaisir qui effaça totalement, bien mieux que tous les cachets du monde, la douleur que je supportais, mais de manière bien trop brève, après quoi je m'assoupis. Plus tard, Leif me secoua pour que je me réveille et répéta mon nom à mon oreille. « Hein ? Quoi ? » fis-je en me réveillant. Je me sentais tout perdu et j'avais l'impression que ma jambe gauche était en verre, sur le point d'éclater. J'avais aussi mal aux tempes et l'impression que mes globes oculaires étaient trop gros pour mes paupières. Je regardais Leif en clignant des yeux comme une chouette abasourdie. « Il fait nuit, me souffla-t-elle. Je crois que j'ai entendu quelque chose. » Je clignais encore les yeux et regardais ma montre. Il était 6h moins le quart. Si tout s'était passé comme prévu, mes parents et ma sœur devaient à présent se trouver ainsi que Michael chez les parents de Leif. Je regardais le rectangle d'obscurité, raturé de blanc par la neige, où était la porte du garage. Le vent hurlait. « Ce n'est que le vent, lui dis-je. On dirait qu'il parle. Peut-être, mais... » Je ne voulais pas qu'elle quitte la sécurité de la haute cabine de Pétunia, mais si elle ne descendait pas maintenant, elle ne descendrait peut-être jamais. « Entendu. Mais rappelle-toi, colle-toi bien sur le côté de la porte. Hein. Si elle vient, il se peut qu'elle reste un moment dehors, comme un animal qui hume l'air en quelque sorte. Surtout n'aie pas peur, ne bouge pas, ne te trahis pas. Reste impassible et attends bien qu'elle soit dedans. Alors là, appuie sur le bouton et file, compris ? » ?»« Oui, murmura-t-elle. Je ne te reverrai que quand tout sera fini ? » ?»« Oui, je crois, en effet. »« Tu te souviens de la morte d'Arthur ?» me demanda-t-elle tout en cherchant quelque chose dans son sac. « Oui, un peu. La morte d'Arthur, de Malory, était un des textes du Moyen-Âge que nous avions étudié en classe. La raison pour laquelle Leif me parlait de ça m'échappait complètement. Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait, un foulard rose très fin, comme les filles en portent parfois sur les cheveux, qu'elle me noua autour du bras gauche. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» dis-je en souriant. « Sois mon chevalier, me répondit-elle en souriant aussi, mais avec un regard absolument sérieux. Sois mon chevalier, Denis. » Je pris le balai qu'elle avait trouvé dans les toilettes de Will et la saluai avec. « D'accord. Appelle-moi Messire Rossédar. Oh, ris si tu veux, mais ne fais pas de blagues, entendu ? Tu l'as pour de bon, tu l'as. »
Puis elle me serra contre elle et descendit. J'eus le temps de lui lancer encore « Rappelle-toi bien au sujet du bouton, hein? Un bon coup. Faudrait pas que la porte se ferme à moitié. Il ne faut pas qu'elle ressorte d'ici, vu? Vu. » Si je ferme aujourd'hui les yeux, je la revois telle qu'elle était à ce moment-là, juste avant que tout se mette à aller terriblement de travers. Grande et belle, ses longs cheveux blonds de la couleur du miel frais, ses hanches, ses longues jambes, et ses étranges pommettes, sa grâce de danseuse. Et je pourrais rêver encore longtemps à ce tableau, car évidemment, pendant que nous tendions notre piège à Christine, ce vieux monstre infiniment futé nous tendait le sien. Avons-nous vraiment cru que nous pouvions la rouler si facilement? Oui, je crois. Oui, je crois que c'est ce que nous avons cru. Mes rêves repassent avec une lenteur effroyable. Je revois le doux balancement de ses hanches tandis qu'elle avance. J'entends les talons de ses bottes claquer sur le ciment. Je distingue même le petit bruit de frottement que fait son anorak. Elle marche lentement et sa tête est relevée. C'est elle qui est l'animal maintenant, mais pas une prédatrice. Elle marche avec la grâce prudente du zèbre approchant du trou d'eau à la tombée de la nuit. C'est la démarche de l'animal qui flaire le danger. Je voudrais crier à travers le pare-brise de Pétunia. « Reviens, Leif, reviens vite, tu avais raison. Tu as entendu quelque chose. Elle est dehors sous la neige, tout feu éteint. Tapis. Leif, reviens. » Leif s'immobilisa soudain. Ses poings se fermèrent. 2 cercles de lumière crue éclatèrent dans l'obscurité neigeuse du dehors. 2 yeux blancs qui s'ouvraient. Leif s'immobilisa, affreusement exposé. Elle était à une quinzaine de mètres de la porte, légèrement vers la droite. J'étais aussi stupéfait qu'elle, et nous perdîmes tous deux de précieuses secondes. Puis les 2 phares se mirent en route, et je vis la forme basse de Christine se dessiner derrière. J'entendais le hurlement furieux de son moteur augmenter, tandis qu'elle traversait la chaussée, bondissant du poste d'observation où elle attendait peut-être depuis bien plus longtemps que nous ne le croyions. La neige glissait sur le toit. Elle parvint sur la rampe qui séparait la rue de l'entrée du garage en accélérant. « Leif !» hurlai-je en tâtonnant pour trouver les clés de contact. Leif bondit sur la droite et courut jusqu'au bouton qu'elle écrasa à l'instant même où Christine s'engouffrait sauvagement dans le garage. J'entendis le bruit de la porte qui se refermait. Christine tourna vers la droite, tentant d'atteindre Leif. Elle ne réussit qu'à heurter le mur avec son pare-choc avant droit, en arrachant un bout dans un crissement métallique qui n'était pas sans faire penser à un rire d'ivrogne. Des étincelles fusèrent et Christine dérapa en un long virage sur elle-même. Elle ne manquerait plus Leif le prochain coup. Leif qui était coincé dans le recoin à droite de la porte sans possibilité de s'y cacher. Elle pouvait encore réussir à sortir du garage avant que la porte ne se referme, mais d'un autre côté, j'avais terriblement peur que cette porte ne se referme pas assez vite et n'empêche pas Christine de ressortir. Si Christine sortait juste au moment où la porte retombait, elle aurait sans doute le toit arraché, mais n'en serait pas pour autant arrêtée, je le savais. Le moteur de Pétunia démarra et j'allumai les phares, qui vinrent éclabousser la porte du garage qui se refermait. Leif dos au mur, yeux écarquillés. Son anorak avait sous mes phares une teinte bleuâtre étrange et presque électrique, et je pensais malgré moi que son sang paraîtrait violet. Elle regardait Pétunia, puis Christine tour à tour. Christine fonçait maintenant de nouveau sur elle, en faisant hurler ses pneus à tel point qu'ils laissaient sur le ciment des traces noires d'où montait de la fumée. J'eus le temps de remarquer que Christine n'était pas vide cette fois. Elle était au contraire remplie de gens. Juste avant que Christine n'arrive sur elle, Leif fit un bond assez disgracieux, évoquant un diable sortant d'une boîte. Un instant, je me demandais si elle n'allait pas sauter carrément au-dessus de la Plymouth, comme si elle avait porté des bottes de 7 lieues. En réalité, Leif s'accrocha aux équerres métalliques rouillés sur lesquels reposait une étagère, à 2,80 m environ du sol et à un bon mètre au-dessus de sa tête. L'étagère courait d'ailleurs le long des 4 murs du garage. Autrefois, elle était entièrement recouverte de vieux pneus, mais à présent, elle était quasiment vide. Accroché aux équerres, Leif envoya ses jambes en l'air, plus haut que le niveau de ses épaules, et Christine vint heurter le mur juste en dessous d'elle. Si elle avait soulevé ses jambes un instant plus tard, elles eussent été coupées net au genou. Un morceau de chrome tomba de la voiture, tandis que 2 pneus qui restaient encore sur l'étagère en tombaient et rebondissaient absurdement par terre comme des beignets géants. Mais que fabriquais-je pendant tout ce temps, demanderez-vous? Je vous répondrai qu'il n'y a pas eu tout ce temps. Alors que j'étais en train de pousser sur le balai au cédar pour débrayer et passer en première, la porte du garage finissait seulement de se fermer. Tout ce qui venait de se passer n'avait été l'affaire que de quelques secondes. Cependant, Leif s'était cogné violemment la tête contre le mur en projetant ses jambes en l'air. Pendant que Christine reculait, elle laissa retomber ses jambes et tout en restant accrochée aux équerres, resta à pendre ainsi, tête baissée, étourdie. Je relâchai la pédale d'embrayage tout en me disant « Mollo, mon pote,
Si tu lâches cette pédale trop vite et que le camion cale, Leif est foutu. Mais Pétunia se mit à avancer. Pendant ce temps, Christine arrivait de nouveau sur Leif. Le capot était pratiquement plié en deux à cause du premier choc contre le mur, choc si violent qu'on voyait le métal nu aux endroits où il était le plus plié et où la peinture avait disparu. Je vins frapper Christine de 3/4 avant. La voiture tourna sur elle-même, un de ses pneus s'arrachant de sa jante. La Plymouth alla dinguer contre un coin du garage avec un énorme bruit. Tout l'avant gauche était enfoncé, mais le moteur tournait toujours férocement. J'écrasai le frein avec mon pied droit. Pétunia cala. « Leif, hurlai-je, cours, Leif !» Elle leva vers moi un regard trouble, et je vis que des traînées de sang coulaient dans ses cheveux, un sang violet comme je m'y attendais. Elle lâcha les équerres, chancela en atterrissant et dut mettre un genou sur le sol. Christine arrivait sur elle. Leif se releva, fit 2 pas hésitants, puis se cacha derrière Pétunia. Christine vira aussitôt et heurta l'avant du camion, me projetant violemment de côté. Ma jambe gauche me fit mal. « Monte !» criai-je à Leif en tendant le bras pour tenter de lui ouvrir la portière. « Monte !» Christine recula et disparut derrière Pétunia. Je n'entendais plus que son moteur hurler comme une bête fauve. À demi consciente, Leif se tenait la nuque des 2 mains. Ce qui allait arriver était évident. Christine allait revenir écraser Leif comme une punaise. Désespéré, j'enfonçai l'embrayage avec le balai tout en tournant la clé de contact. Le moteur partit, tout ça, cala. Je sentis que je l'avais noyé. Christine réapparut, fonçant sur Leif qui parvint une nouvelle fois à s'écarter en titubant. Christine se jeta de toute sa puissance contre le mur. La portière avant du passager s'ouvrit brusquement, et l'horreur de ce que je vis était si grande que je mis ma main disponible devant ma bouche pour étouffer mes cris. Comme une poupée grotesque et grandeur nature, Michael Cunningham était assis sur le siège. Sa tête roulait mollement sur sa poitrine, puis elle partit d'un coup sec de côté quand Christine se mit en marche arrière. Je vis que le visage de Michael avait la teinte rose foncée de l'empoisonnement par oxyde de carbone. Le pauvre n'avait pas suivi mes conseils. Christine était d'abord allée chez les Cunningham, comme j'avais vaguement pensé qu'elle le ferait. Michael, rentrant de la faculté, avait vu la Plymouth devant chez lui, s'en était approché. Elle l'avait eue. Sans doute avait-il pris place au volant, comme cela m'était à moi-même arrivé, rien que pour voir quel genre d'impression cela lui faisait. Christine avait-elle démarré toute seule? Était-elle venue toute seule ici? Peut-être. Michael avait-il été dans l'impossibilité d'en ressortir? Tournant la tête, avait-il aperçu l'esprit qui guidait en réalité la furie d'Arnie? S'était-il évanoui? Peu importait. Maintenant, ce qui comptait, c'était Leif. Car elle avait vu, elle aussi. Et ses cris de terreur eurent au moins la vertu de la tirer de son hébétude. Elle se retourna et courut vers le bureau de Darnel. Des gouttes de sang tombaient par terre derrière elle. Bien trop de gouttes. Christine, qui avait reculé entre-temps, allait foncer de nouveau sur elle, vers laquelle elle était tout droit dirigée. Mais elle ne repartit pas immédiatement. Peut-être le bey savourait-il cet instant avant de tuer. Si c'est vrai, je m'en réjouis, car si Christine avait bondi sur Leif immédiatement, Leif y serait passé à ce moment-là. Toutefois, je disposais de quelques instants pour tourner de nouveau la clé de contact en marmonnant quelque chose, une prière, je suppose, et le moteur de Pétunia repartit. Je lâchai l'embrayage et écrasai l'accélérateur. Christine venait de repartir. Cette fois, je la pris de plein fouet sur le côté droit. Le métal hurla quand, défoncé par le pare-choc de Pétunia, la tôle de Christine se déchira. Christine fut projetée contre le mur, s'écrasant dessus. Ce fut qu'une explosion de verre. Le moteur s'emballa, fou furieux. Au volant, le bête tourna la tête vers moi, un rictus de haine sur la face, et Pétunia cala une nouvelle fois. Je lançai toutes les injures que je connaissais en tournant encore la clé de contact. Ah, sans cette foutue patte, sans cette nouvelle chute en ouvrant la porte du garage, l'affaire aurait déjà été terminée. Il suffisait de la coincer dans un coin et de la réduire en petits morceaux. Mais déjà Christine s'extrayait de l'espace compris entre l'avant du camion et le mur, laissant derrière elle un morceau tordu de métal rouge arraché à l'avant. Enfin Pétunia repartit et je mis la marche arrière. Christine avait reculé jusqu'au fond du garage. Tous ses phares étaient démolis et le pare-brise n'était qu'une galaxie de fissures. Le capot tordu semblait ricaner. À l'intérieur, la radio gueulait « Waiting in School » par Ricky Nelson. Je cherchais Leif du regard. Elle était toujours dans le bureau de Will, et elle tendait la main pour me montrer quelque chose. Ses lèvres remuaient. Pendant que Christine approchait à travers toute la longueur du garage, son capot se reconstituait, se redressait et se refermait. Les phares clignotèrent puis se rallumèrent. Les morceaux de tôle qui étaient tombés, je le jure, se recousaient d'eux-mêmes.
le métal rouge surgissant du néant, reconstituant l'entière carrosserie. Les formes du pare-brise se réduisaient et finissaient par disparaître. Le pneu déjanté avait l'air absolument neuf. Oh mon Dieu, me dis-je, elle est entièrement comme neuve. Je lâchai l'embrayage hâtivement, espérant interposer le camion entre Christine et le bureau de Will, mais Christine fut plus rapide et passa. Je n'oublierai jamais les instants qui suivirent. Ils restent terriblement clairs dans ma mémoire, comme si je les revoyais à travers une loupe. Voyant Christine arriver droit sur elle, Leif chancela contre la chaise de Will et tomba par terre derrière la table de celui-ci. Une fraction de seconde après, Christine se jetait sur le bureau. La baie vitrée qui donnait sur l'atelier et par laquelle Darnell surveillait autrefois les allées et venues du garage explosa. Les bouts de verre furent projetés à l'intérieur comme autant de flèches mortelles. Sous le choc, l'avant de Christine se plia une nouvelle fois. Le capot fut arraché et vola en arrière, par-dessus le toit, pour aller retomber plus loin sur le ciment, dans un tintamarre métallique. Le pare-brise vola également en éclats et le corps de Michael Cunningham partit en avant. Il fut catapulté à travers la baie du bureau, heurta lourdement la table, glissa dessus et disparut lui aussi derrière, seules ses chaussures dépassant encore. Leif se mit à hurler. Sa chute lui avait probablement évité d'être lacérée par les morceaux de verre, mais lorsqu'elle se releva, son visage était tordu par l'horreur, et elle était en état d'hystérie totale. Michael avait atterri juste sur elle et ses bras entouraient Leif en une valse morbide. Elle repoussa Michael et sortit du bureau en courant. « Leif, non !» criai-je, en rembrayant avec le balai. Mais celui-ci se cassa net en deux, me laissant un morceau d'une douzaine de centimètres dans les mains. « Merde, merde, merde !» Christine reculait déjà, laissant sous elle une flaque où se mêlaient l'eau du radiateur, le liquide antigel et l'huile. J'écrasais la pédale avec mon pied gauche, ne sentant même plus la douleur, serrant mon genou avec ma main gauche pour aider le mouvement. Leif, qui avait ouvert la porte du bureau d'un coup sec, courait maintenant à travers le garage, Christine tournant vers elle, son museau écrasé et repoussant. J'accélérai à fond et lui fonçai dessus, mais tandis que cette voiture sortie des enfers grossissait dans mon pare-brise, j'aperçus le visage violet et gonflé d'une enfant pressée contre la vitre arrière, semblant m'observer et me supplier de m'arrêter. Le choc fut violent. Le coffre arrière s'ouvrit et béa comme une gueule. L'arrière de Christine chassa et la voiture glissa incontrôlablement, à l'écart de Leif en fuite dont les yeux semblaient manger le visage. Je revois encore les gouttes de sang le long de la doublure de fourrure de sa capuche, mais ce coup-ci j'étais à fond dans la bagarre. C'était la curée. Même si on devait me scier la jambe une fois tout cela fini, j'allais conduire ce camion. Christine, dérapant toujours, heurta le mur et rebondit contre. Je débrayai, passai en marche arrière, reculai de 3 mètres, rembrayai et repartis en première. Christine tentait de filer en longeant le mur. Je tournai légèrement vers la gauche et la frappai encore. Toutes les portières furent arrachées. Le bey était toujours au volant. C'était tantôt un squelette, tantôt un cadavre en décomposition, tantôt un homme de 50 ans, plein de vigueur, dont les cheveux en brosse viraient au blanc. Il me fixait avec son rictus diabolique, une main sur le volant, l'autre poing tendu vers moi, et le moteur de Christine ne voulait toujours pas crever. Je me remis en marche arrière. Ma jambe gauche était à présent comme du métal en fusion, et j'avais mal jusqu'à l'aisselle gauche. J'avais mal, nom de Dieu, partout. Michael, bon sang, pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Dans le cou, dans les mâchoires, dans les... Arnie, vieux, je suis tellement triste que je voudrais... Dans les tempes. La Plymouth, ce qu'il en restait, boitait péniblement le long d'un des murs. J'écrasai l'accélérateur, le moteur de Pétunia hurla et je m'agrippai au volant comme à la bride d'un Mustang sauvage. Je frappai Christine sur le flanc droit et détachai nettement la carcasse de l'essieu arrière. Le choc m'envoya en plein sur le volant, qui me rentra dans le ventre et me coupa le souffle. Puis je retombai sur mon siège, octant. Mais le moteur de Christine tournait toujours. Elle se tirait littéralement vers Leif, tapie dans un coin du garage, main crispée sur son visage. Elle se traînait vers elle comme un animal qui a eu les 2 pattes arrière cassées dans un piège. Et même là, la régénérescence continuait. Un pneu qui se regonflait, l'antenne radio qui repoussait, le métal qui se reconstituait. Ma jambe était inutilisable. Je la pris des 2 mains et la jetai véritablement sur l'embrayage. Ma vision se troubla sous le coup de l'horrible douleur. Je sentais presque les os frotter les uns contre les autres. Je fis gronder le moteur, passai en première et fonçai. C'est alors que, pour la première fois et la seule, j'entendis la voix de Lebey, haute, amère et pleine de cette rage terrible et inextinguible. « Espèce de merdeux! Va te faire foutre, lamentable merdeux! Laisse-moi tranquille à la fin !»
Tu n'avais qu'à laisser mon ami tranquille, voulus-je répondre. Mais il ne sortit de ma bouche qu'un hoquet déchiré. Je frappai Christine en plein dans l'arrière. Le réservoir d'essence éclata, tandis que l'arrière de la voiture se boudinait et se tordait en une sorte de champignon de métal. Il y eut une flamme jaune. Le moteur de Christine Octa se tut, repartit, et finit par se taire. Dans le garage, on n'entendait plus que le moteur de Pétunia tourner. Leif arriva en courant et en criant mon nom de façon répétée, tout en pleurant. Je me rendis compte stupidement que j'avais un foulard de mousseline rose noué autour du bras, et pendant que je le regardais, le monde devint tout gris. Les mains de Leif sur moi furent ma dernière sensation avant de m'évanouir. Je revins à moi une quinzaine de minutes plus tard, en sentant une bienfaisante humidité sur mon visage. Leif était debout sur le marchepied du côté du conducteur et me tapotait le visage avec un chiffon mouillé. Je le saisis d'une main, voulus le sucer, puis il crachait. Il puait l'huile. « Denis, ne t'en fais pas. Je suis sorti dans la rue. J'ai arrêté un chasse-neige. Le pauvre type a eu la frayeur de sa vie. Tout se sent... Il a dit... Une ambulance. Il a dit qu'il... Enfin, tu sais. Ça va, Denis? Est-ce que j'ai l'air d'aller? Oh non, répondit-elle en éclatant en sanglots. Bah alors ne me pose pas de questions idiotes. Je t'aime. Elle me serra contre elle et ajouta. Le type va appeler la police aussi. Mais c'était à peine si je l'avais entendu. Mes yeux étaient déjà sur le tas de métal tordu qui était tout ce qui restait de Christine. Tas est le mot juste. On aurait eu la peine d'en reconnaître une voiture. Mais pourquoi ces débris n'avaient-ils pas brûlé? Un chapeau de rougisait sous mes yeux, tout cabossé. Combien y a-t-il de temps que tu as parlé à ce conducteur de chasse-neige? Oh, 5 minutes peut-être. Ensuite j'ai trouvé ce chiffon et je l'ai trempé dans un seau. Dieu merci, c'est fini. Ploc, ploc, ploc. Le chapeau de roue était en train de se décabosser. Soudain il se dressa sur sa tranche et roula jusqu'à la voiture. Leif vit la même chose. Ses traits se figèrent. Ses lèvres formèrent le mot « non », mais aucun son n'en sortit. « Monte en vitesse », lui dis-je à voix basse, comme si ça pouvait nous entendre. « Tu vas appuyer sur la pédale d'accélération pendant que je débraye avec le pied droit. »« Non, je ne veux pas. » L'épave s'était mise à bouger. C'est la chose la plus irréelle, la plus terrible que j'ai jamais vue. Elle tremblait comme un animal qui n'est pas tout à fait mort. Les boulons se revissaient, les morceaux éparpillés réintégraient l'épave. « Monte !» répétai-je. Les lèvres de Leif tremblaient. « Denis, je ne peux pas, je ne peux plus. Ce corps, c'est celui du père d'Arny. Je t'en supplie, pas ça. »« Mais il le faut !» Elle jeta un coup d'œil sur le tas qui frémissait obscènement et se décida enfin à faire le tour du camion pour monter de l'autre côté. À ce moment-là, un morceau de chrome glissa contre sa jambe et les rafla profondément. Elle poussa un cri et monta rapidement dans la cabine. Elle se glissa à mes côtés et me demanda « Que dois-je faire ?» Je me tins à demi en dehors de la cabine, me retenant au toit de celle-ci, et appuyai sur l'embrayage du pied droit. Le moteur de Pétunia ne s'était pas arrêté. « Pousse à fond sur l'accélérateur et n'arrête pas de pousser, quoi qu'il arrive !» Dirigeant le volant de la main droite, je débrayai et nous arrivâmes sur le tas de ferraille que nous écrasâmes et éparpillâmes. J'eus l'impression d'entendre crier. Leif se boucha les oreilles des deux mains. « Je ne peux pas, Denis, je ne peux pas. Ça crie. Tu dois le faire. » Son pied avait lâché l'accélérateur et j'entendis à présent des sirènes lointaines dans la nuit. Je la saisis par l'épaule. « Leif, ce n'est pas fini, entends-tu? Tu dois. Elle m'a crié après, dit-elle. Il nous reste très peu de temps, repris-je, et ce n'est pas entièrement fini. Encore un petit effort. Je vais essayer, murmura-t-elle en appuyant de nouveau. Je mis en marche arrière. Pétunia recula de 6 mètres. Je débrayai, mis en première, puis Leif s'écria. « Denis, non, ne fais pas ça, regarde !» La mère et la petite fille, Véronica et Rita, se tenaient main dans la main devant la carcasse déglinguée de Christine, le visage grave et triste. « Mais elles ne sont pas vraiment là, et si elles y sont, il est temps qu'elles retournent d'où elles viennent. Appuie sur la pédale !» Je débrayai et Pétunia avança rapidement. Les deux formes humaines ne disparurent pas comme les fantômes disparaissent au cinéma ou à la télévision. Elles se disloquèrent plutôt et s'étalèrent en tous sens, couleurs vives se dissipant bientôt en rose et en bleu diffus, puis il n'y eut plus rien. Nous heurtâmes Christine en voyant dinguer ce qui en restait. Le métal se tordit et cria encore. « Pas là, pas vraiment là, psalmodiait Leif. D'accord, Denis, d'accord. » Sa voix me parvenait de tout au bout d'un long couloir. Je reculai, nous revenions à l'assaut. Nous la frappâmes encore.
Combien de fois, je n'en ai aucune idée. À chaque choc, la douleur qui me montait dans la jambe obscurcissait un peu plus les choses. Je finis par détourner le regard et j'eus l'impression que dehors, l'air était ensanglanté. Ce n'était qu'un gyrophare rouge qui teignait de cette couleur la neige qui tombait. Des gens frappaient à la porte. Ça suffit cette fois me demanda Leif. Je jetai un coup d'œil à Christine, mais il n'y avait plus de Christine. Seulement un amoncellement de bouts de métal tordus, de matière à bourrer les sièges et de verres cassés. Ah, faut bien, ouvre-leur, Leif. Pendant qu'elle allait ouvrir, je m'évanouis de nouveau. Ensuite, ce fut une série d'images confuses. Les choses devenaient nettes pendant un moment, puis s'estompaient ou disparaissaient tout à fait. Je me souviens d'une civière à roulettes qu'on sortait par l'arrière de l'ambulance. Je me souviens d'une voix disant « Coupez-le, il faut le couper, sinon on ne verra rien ». Je me souviens du plafond de l'ambulance. Ça ne pouvait être qu'une ambulance, car du coin de l'œil, je distinguais la forme de 2 flacons de sérum accrochés au-dessus de moi. Je me rappelle aussi d'un coton frais qu'on passait rapidement sur ma peau, puis la piqûre d'une aiguille. Après cela, tout devint extrêmement étrange. Je savais tout au fond de moi que je n'étais pas en train de rêver. Ma souffrance me le prouvait amplement. Pourtant, tout était comme un rêve. On m'avait administré une sacrée dose de médicaments, faut bien le dire. Mais il y avait le choc aussi. Il y avait ma mère qui pleurait, dans une chambre ressemblant de façon écœurante à celle où j'avais passé l'automne précédent. Puis il y eut mon père, accompagné du père de Leif. Ils avaient tous deux l'air de sortir d'un Laurel et Hardy réécrit par Kafka. Mon père se pencha vers moi et me dit d'une voix qui résonna comme le tonnerre dans une cellule capitonnée « Comment Michael s'est-il retrouvé là-dedans, Denis ?» Voilà donc ce qu'il voulait seulement savoir. Comment Michael s'était retrouvé là. Oh, mes amis, je pourrais vous en compter. Monsieur Cabot me demanda « Dans quoi as-tu mis ma fille, Denis ?» Il me semble que je lui répondis « Il ne s'agit pas de ce dans quoi je l'ai mise, mais de quoi elle vous a sorti. » Ce qui me paraît assez judicieux, compte tenu des circonstances et de la quantité de médicaments que j'avais dans le corps. Hélène apparut brièvement, puis ce fut Leif, qui tenait son foulard rose, et voulait encore me le nouer autour du bras, mais je ne pouvais le soulever, on aurait dit du plomb. Puis ce fut Arnie, et ça, bien sûr, c'était du rêve. « Merci, vieux, me disait-il, et je remarquai avec une sorte de terreur que le verre gauche de ses lunettes était cassé. Son visage était normal, mais ce verre cassé me terrifia. « Merci, tu t'en es très bien sorti. Je me sens mieux à présent. Je crois que les choses vont redevenir normales maintenant. » « Pas de problème, Arnie, lui répondis-je, ou tentai-je de lui répondre, mais il avait disparu. Ce fut 2 jours après, le 21 janvier, un dimanche, que je revins peu à peu à moi. Ma jambe gauche était dans un plâtre et avait retrouvé sa position bien connue, maintenue en l'air par un système de poids et de poulies. Un homme que je n'avais jamais vu était assis à côté du lit et lisait un livre de poche. Quand il vit que je le regardais, il posa son bouquin. « Bon retour chez les vivants, Denis, dit-il d'une voix douce. « Êtes-vous médecin ?»« Non, j'appartiens à la police. Je m'appelle Richard Mercer. Rick, si vous préférez. » Il tendit la main. Avançant avec peine mon bras, je parvins à la lui serrer, mais j'avais mal à la tête et j'avais soif. « Écoutez, je veux bien parler et répondre à toutes vos questions, mais d'abord je voudrais voir un médecin. » J'avalai ma salive. Il me regarda d'un air un peu inquiet. J'ajoutai difficilement « J'ai besoin de savoir si je vais jamais remarcher. » « Si ce que ce docteur Holloway m'a dit est vrai, vous pourrez remarcher d'ici 4 à 6 semaines, me dit-il. Vous ne vous êtes pas recassé la jambe, Denis. Vous l'avez gravement endommagée et elle a gonflé comme une saucisse, mais il a affirmé que vous aviez eu de la chance de vous en tirer à si bon compte. Et Arnie Cunningham, savez-vous ? Il cligna des yeux. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça va pour Arnie ? Oh, Denis, je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment pour... Quoi ? Il est mort ? Mercer soupira. Oui, il est mort. Lui et sa mère ont eu un accident sur l'autoroute à cause de la neige. Si tant est que ce soit un accident. Je voulus dire quelque chose, mais je ne le pus. Je désignai le pichet d'eau fraîche qui se trouvait sur la table de nuit, tout en me disant « Quelle tristesse de se trouver dans une chambre d'hôpital et de connaître toutes les réponses. » Mercer me versa un verre d'eau et y mit une paille coudée. Je bus, et ma gorge me fit moins mal. Cela ne m'empêcha pas d'avoir mal partout ailleurs. Que voulez-vous dire par « si tant est que ce soit un accident » ? Vendredi dernier au soir, dit-il, les chutes de neige n'étaient pas si terribles que ça. La chaussée était mouillée et la visibilité réduite, mais avec la prudence requise, il n'y avait pas de risque particulier.
Nous avons pu déterminer qu'ils ne faisaient pas plus de 70 km/h. Leur voiture est partie de côté et a heurté un semi-remorque. La Volvo de Madame Cunningham a explosé. Je fermai les yeux. Regina? Aussi, oui. Cela n'avance à rien maintenant, mais ils n'ont probablement pas souffert, dis-je pour lui. Comme ils ont souffert, au contraire, tous les trois. Et tous les trois y sont restés. Mon Dieu, tous les trois. Je ravalai mes larmes. Mercer resta silencieux un moment, puis reprit. Le camionneur s'est cassé un bras dans l'accident. Il a affirmé qu'il y avait 3 personnes dans la voiture Cunningham de Nice. 3 ? Oui. Et il a ajouté qu'ils avaient l'air de se disputer. Nous pensons qu'ils avaient pris un autostoppeur qui leur fit des histoires, et qui s'est sauvé entre le moment de l'accident et celui de l'arrivée des secours. Cette idée était ridicule, évidemment, si l'on connaissait Regina Cunningham. Elle n'aurait pas davantage pris d'autostoppeur dans sa voiture qu'elle ne serait allée en jean à une réception à la faculté. Il fallait que ce fût le Bay. Il ne pouvait pas être dans 2 endroits à la fois, et il faut croire que quand il avait vu comment ça tournait chez Darnell, il avait abandonné Christine et était revenu à Hargny. Ce qui s'était alors passé, n'importe qui peut le deviner. Mais je suis persuadé qu'Hargny avait tenté de se battre contre lui, au moins pour une fois. Mort, fis-je, et cette fois je ne pus retenir mes larmes. Dites-moi ce qui s'est passé, Denis. Dites-moi tout ce que vous savez, de A à Z. Qu'a dit Leif? Comment va-t-elle? Demandai-je. Elle a passé la nuit de vendredi à samedi ici, en observation. Elle a une petite commotion cérébrale et il a fallu lui faire une 12aine de points de suture. Mais aucune trace au visage. Elle a eu de la chance, une aussi jolie fille. Mais elle n'a rien voulu dire, ni à moi, ni à son père. J'ajouterai que ce dernier est, disons, assez mauvais à cause de tout ce qui s'est passé. Mais Leif déclare que c'est à vous de parler, et quand vous choisirez de parler. Car, dit-elle, c'est vous qui avez eu le dernier mot. Je m'y suis pas si bien pris que ça, bafouillai-je, tentant encore de me faire à l'idée qu'Hargny était mort. Ce n'était pas possible. Toute notre adolescence ensemble, j'avais l'impression que ça ne remontait qu'à 1 semaine ou 2 avant. Comment pouvait-il être mort? J'ouvris la bouche pour dire à ce Mercer que c'était absurde, mais je la refermai. Hargny est vieux. C'est pas vrai, dit. Crénon, on a encore tellement de trucs à faire ensemble. On n'a même pas encore réussi à se retrouver tous les deux au cinéma, chacun avec sa petite amie. Que s'est-il passé? Répéta Mercer. Dites-le-moi, Denis. Oh, vous n'allez jamais me croire. Vous seriez peut-être surpris de savoir ce que nous sommes prêts à croire, et de savoir ce que nous savons. Un certain Jenkins menait l'enquête dans cette affaire. Il a été tué. C'était un ami, un très bon ami. 1 semaine avant sa mort, il m'avait confié qu'il avait la conviction qu'il se passait à Libertyville des choses que personne ne croirait. Là-dessus, il est tué. Cela me tient donc très à cœur. Il ne vous a rien dit d'autre? Seulement qu'il avait découvert l'auteur d'assassinats très anciens, mais que cela n'y changeait rien parce que le coupable était mort. Le Bay. Oui, c'est bien le nom qu'il m'a dit, en effet. Et je vous dirai encore autre chose, Denis. Jenkins était un as du volant. Quand il était jeune, avant de se marier, il faisait des courses de stock-car à Philadelphie. Et il a vu plus d'une fois le drapeau de la victoire descendre sur sa voiture. Quand il est sorti de la route, il fonçait à un bon 190 à l'heure dans une Dodge. Celui qui lui colla au train, et nous savons qu'il y eut quelqu'un, devait lui-même être un sacré conducteur. Oh, c'en était un, réussis-je à dire. Je suis ici sur ma propre initiative, reprit-il. Cela fait 2 heures que j'attends votre réveil. J'étais déjà là hier soir. Ils ont dû me mettre dehors. Je n'ai ni sténographe, ni magnétophone, même caché. Si vous devez jamais me faire une déposition officielle, ce sera tout différent. Mais pour l'instant, ça ne se passe qu'entre vous et moi. Il faut que je sache. Je vois parfois la femme et les enfants de Rudy Jenkins. Vous me suivez? Je restai un long moment silencieux, puis je lui dis « D'accord, mais vous n'allez quand même pas le croire. »« Nous verrons. » Je bus encore un peu d'eau, repris ma respiration, et parlai pendant les 2 heures qui suivirent. Lorsque je me tus, ce ne fut pas une grande conclusion palpitante, mais la gorge sèche tellement j'avais parlé. Je ne lui demandai pas s'il me croyait ou s'il allait me faire boucler chez les dingues, mais je compris qu'il en croyait une bonne partie, car cela recoupait trop bien avec ce qu'il savait déjà. Quant au reste, Christine, le Bay et le passé manipulant le présent, je ne sais pas. Je ne sais d'ailleurs toujours pas aujourd'hui, enfin pas vraiment. Je ne revis Mercer qu'une seule fois, au triple enterrement d'Hargny et de ses parents. Les journaux parlèrent d'une tragédie assez étrange. Le père est tué par une voiture devant chez lui, pendant que la mère et le fils se tuent dans un accident de la route.
Nul ne parla de Christine et du garage d'Arnel. Les miens vinrent me rendre visite le même soir. La visite fut assez joyeuse, surtout grâce à Ellie qui jacassait sans cesse à propos du prochain cataclysme, son premier rendez-vous. Un petit corneau couvert de boutons et répondant au nom de Brandon Hurling l'avait invité à aller faire du patin à roulettes. Au bout d'un moment, ma mère et ma sœur sortirent et mon père, resté seul avec moi, me dit « Alors, que s'est-il passé, Denis ?» Leif a raconté à son père une histoire démentielle de voitures qui marchent toutes seules et de petites filles qui ressuscitent, je ne sais quoi encore. Le père Cabot est dans tous ses états. Je hochai la tête. J'étais très fatigué, mais je ne voulais pas que Leif ait du fil à retordre avec ses parents, ou qu'il croie qu'elle mentait ou délirait. Elle m'avait couvert par rapport à Mercer, je devais la couvrir par rapport à ses parents. D'accord, papa, mais je te préviens, c'est une longue histoire. Tu ne préfères pas envoyer maman et Ellie au cinéma? Si longue que ça? Me demanda-t-il. Oh oui. Il me regarda troublé. D'accord, je vais leur dire. Puis je lui racontai mon histoire. Et maintenant je viens de la raconter encore. Il faut 3 fois pour que ce soit complet, dit-on. Repose en paix, Arnie. Je t'adore, vieux. Si j'avais inventé cette histoire, je la terminerais sans doute en vous racontant comment le chevalier à la jambe cassée courtisa et gagna le cœur de la belle dame au foulard rose et aux hautes pommettes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Leif Cabot s'appelle aujourd'hui Leif Ackerman. Elle habite Taos, au Nouveau-Mexique, et elle est mariée à un type de chez IBM. Elle travaille dans une agence de voyage et a 2 petites filles, des jumelles, ce qui fait qu'il lui reste peu de loisirs. Je n'ai pas perdu le contact avec elle, mon affection pour elle ne s'est jamais démentie. Nous nous envoyons des cartes à Noël et à notre anniversaire. Ce genre de choses, vous voyez. Des fois, j'ai l'impression que c'était il y a bien plus de 4 ans. Que nous est-il arrivé? Oh, je ne sais pas vraiment. Nous sommes restés 2 ans ensemble, nous avons fait l'amour, très agréablement. Nous sommes allés à la fac ensemble et nous avons été amis. Son père s'est calmé après que le mien lui eut parlé, mais il m'a toujours considéré comme quelqu'un de douteux. Je pense que sa femme et lui ont été soulagés lorsque Leif et moi nous nous sommes séparés. Mais en réalité, je sais ce qui nous est arrivé. Ce qui s'est passé ce soir-là dans le garage d'Arnel est un secret que nous partagions. Et si les amants ont besoin d'avoir des secrets, celui-là n'est pas bon. Froid et surnaturel, il sentait la folie et pire, la mort. Certains soirs, après l'amour, nous étions étendus sur le lit, nus, ventre contre ventre, et cette chose se mettait entre nous, le visage de Roland dès le bai. J'embrassais les lèvres de Leif, ou bien ses seins, ou son ventre, brûlant de passion, et j'entendais soudain cette voix. C'est la meilleure odeur que je connaisse, sauf peut-être celle de la minette. Et je devenais de glace, ma passion s'évanouissait en fumée et en cendres. Et il y avait des fois où je le lisais aussi sur le visage de Leif. Les amants ne vivent pas toujours dans le bonheur, même quand ils font ce qu'il faut et du mieux possible. Il m'a fallu 4 ans pour apprendre cela. C'est ainsi que nous nous sommes séparés. Ni les baisers, ni les caresses, ni les promenades bras dessus bras dessous parmi les feuilles mortes n'ont pu nous souder comme ce secret horrible. Leif a arrêté ses études pour se marier. Je suis allé à son mariage sans en éprouver vraiment de la tristesse. Un brave type. Il avait une Honda Civic, aucun problème. Ne pouvant plus faire de sport, j'ai terminé mes études supérieures avec 3 semestres d'avance. Si vous me rencontriez, vous ne remarqueriez aucun boitillement, mais si nous marchions 6 ou 7 kilomètres, vous verriez que je tire un peu sur ma jambe gauche. Elle me fait mal les jours de pluie et les soirs de neige. L'enterrement des Cunningham a eu lieu 5 jours après l'ultime combat dans le garage. Ces 3 bières alignées faisaient penser à un enterrement militaire. En les voyant, il n'y avait plus de doute possible. Fini les jeux de notre adolescence. À la fin de la cérémonie, j'approchai sur mon fauteuil roulant des 3 cercueils et posai une main sur celui du milieu, sans savoir si c'était celui d'Arnie, ce qui importait d'ailleurs assez peu. Je restai ainsi, tête baissée, jusqu'à ce qu'une voix retentisse dans mon dos. « Un coup de main pour sortir du temple, Denis ?» Je tournai le cou. C'était Mercer, qui avait l'air correct d'un avocat dans son costume sombre. J'hésitais, puis lui demandai. Les journaux ont écrit que Michael avait été écrasé par une voiture alors qu'il venait de glisser à terre. C'est à vous qu'on doit ça? Oui, effectivement, ça facilite les choses. Puis-je encore vous poser une question? Oh, j'y répondrai si je le peux. Qu'avez-vous... Ma gorge se bloqua serrée. Qu'avez-vous fait des morceaux? Mercer répondit d'un ton léger, presque comme s'il plaisantait, mais son visage avait une expression tout à fait sérieuse. Oh, j'y ai veillé moi-même.
2 de mes assistants les ont rassemblés et les ont fourrés dans le concasseur qui se trouve derrière le garage de Darnel. Ça a donné un cube à peu près gros comme ça. Il désigna une largeur d'une 50aine de centimètres avec ses 2 mains. Un de mes 2 hommes s'est même coupé salement. Il a fallu lui faire des points de suture. Mercer sourit, mais du sourire le plus glacial et le plus amer que j'ai jamais vu. Il a affirmé que le morceau de métal l'avait mordu. Puis il poussa mon fauteuil roulant jusqu'à la sortie du temple, où mes parents ainsi que Leif attendaient. Voilà, je vous ai donc raconté mon histoire, mais pas mes rêves. J'ai maintenant 4 ans de plus, j'ai ma licence, et j'enseigne l'histoire dans un lycée depuis l'an passé. 2 de mes étudiants, du genre Buddy et Perton, sont même plus âgés que moi. Je suis célibataire, mais je ne me contente pas de la délicieuse absence des femmes. Je ne pense plus guère à Arnie, sauf dans des rêves. Dans un de ces rêves, je me trouve dans le temple où la cérémonie funèbre eut lieu. Les 3 cercueils sont alignés côte à côte, mais je suis seul dans le temple. Je me tiens sur mes béquilles devant l'allée centrale, le dos tourné à la porte du temple. Je ne veux pas avancer, mais mes béquilles me tirent malgré moi. Je touche le cercueil central, aussitôt il s'ouvre. Étendu sur le revêtement satiné, il y a non pas Arnie, mais Roland Delebet, un cadavre en putréfaction revêtu de son uniforme. La puanteur me monte à la tête. Au même moment, le mort ouvre les yeux. Ses mains noires et gluantes, recouvertes d'une espèce de mousse, se tendent vers moi, s'accrochent à ma chemise avant que j'aie le temps de me reculer. Il se redresse jusqu'à ce que son visage abominable et pestilentiel soit à quelques centimètres du mien. Et il se met à répéter d'une voix caverneuse. « Commodeur, on ne fait pas mieux, pas vrai ? Il n'y en a pas de meilleure, sauf celle de la Minette, sauf celle de la Minette, sauf celle de la Minette. » Je tente de crier, mais je ne le peux, car le bey serre ses mains inexorablement autour de ma gorge. Dans l'autre rêve, qui est pire d'une certaine manière, je viens de terminer un cours et, ramassant les livres et les papiers que je fourre dans ma serviette, je sors de la salle de classe, et dans le large couloir j'aperçois Christine, flambant neuve, brillant de tous ses feux, superbe sur ses 4 pneus neufs et blancs, une victoire ailée de chrome ornant l'avant du capot. Elle est vide, mais le moteur accélère puis ralentit, accélère puis ralentit, accélère puis ralentit. Parfois la radio joue et c'est la voix de Richie Valens, tué il y a longtemps dans le même accident d'avion que Buddy Holly et J.P. Richardson, dit le Big Pooper. Richie braille la bamba sur un rythme typique. Christine bondit soudain vers moi, collant du caoutchouc de ses pneus sur le sol du couloir, arrachant tout des 2 côtés avec les poignées de ses portes, et je vois une plaque à l'avant, représentant un crâne blanc qui ricane sur fond noir avec au-dessus les mots « Le rock'n'roll ne mourra jamais ». C'est alors que je me réveille, parfois en criant, toujours en me tenant la jambe. Mais je fais de moins en moins souvent ces rêves. Dans un bouquin de psychologie que j'ai lu pendant mes études, j'en ai lu pas mal, espérant sans doute comprendre certaines choses incompréhensibles, on disait que les êtres humains rêvent de moins en moins en vieillissant. Je suppose donc que cela ira mieux de ce côté-là. À Noël l'an dernier, lorsque j'ai envoyé à Leif la carte de vœux habituelle, j'ai ajouté en bas impulsivement « Comment le prends-tu » Puis j'ai posté ma carte avant de changer d'avis. Sa réponse m'est parvenue un mois plus tard. Sa carte présentait le nouveau centre artistique de Taos. À côté de l'adresse, ces simples mots « Comment prends-je quoi ?» Je crois que d'une manière ou d'une autre, on finit toujours par apprendre ce qu'on voulait savoir. À peu près à la même époque, on dirait que c'est toujours vers Noël que mes pensées reviennent à ce sujet, j'ai envoyé un petit mot à Rick Mercer pour lui poser une question qui me turlupinait de plus en plus. Qu'avait-il fait du cube de métal concassé qui avait un jour été Christine ? Il ne m'a pas répondu. Avec le temps, j'apprends aussi à ne pas savoir cela. D'ailleurs, j'y pense moins, je vous assure. Mais il y a une autre raison qui m'a poussé à écrire tout cela. Son obstination, sa fureur sans fin. C'est une chose que j'ai lue dans le journal il y a quelques semaines. Un petit article repris d'Associated Press, pour son caractère étrange, je suppose. Oui, c'est cet article qui m'a poussé à écrire, davantage que tous les rêves et les vieux souvenirs. L'article concernait un certain Sander Galton, dont on peut logiquement penser que son diminutif devrait être Sandy. Ce Sander Galton avait trouvé la mort en Californie, où il travaillait dans un cinéma en plein air de Los Angeles. Il était apparemment seul et fermait le cinéma après la dernière séance. Il se trouvait au bar. Une voiture avait traversé le mur, poussé le comptoir, renversé la machine à pop-corn et l'avait happé, tandis que la victime tentait d'ouvrir la serrure de la cabine de projection. La police avait retrouvé la clé de celle-ci dans sa main. Bien sûr que c'est impossible, mais ce l'était autant quand cette histoire a commencé.
Je pense à Georges Lebet dans l'Ohio, à sa sœur au Colorado, à Leif au Nouveau-Mexique. Et si ça recommençait? Et si elle allait revenir dans l'est du pays pour terminer le boulot? Me garde-t-elle en dernier? Voilà, j'espère que l'écoute de cette histoire vous a plu, autant que j'ai eu de plaisir à vous la lire. N'oubliez pas les traditionnels petits pouces en l'air, et tout commentaire sera le bienvenu. Merci d'avance.